Le silence dans la clairière était si profond qu'on aurait pu entendre le léger bruissement des ailes d'un insecte. Pourtant, au centre, Béhanzine, le puissant roi du Dahomey, était agenouillé, les mains liées dans le dos. Ses guerriers, autrefois si fiers et redoutables, gisaient éparpillés autour de lui, leurs corps inertes témoignant d'une bataille acharnée. Mais le choc le plus saisissant, la trahison la plus amère se tenait juste devant lui, son propre frère, Mahoussi, le visage crispé par une haine froide et déterminée, arborant l'uniforme bleu et rouge de l'armée française. Qu'est-ce qui avait pu briser les liens du sang à ce point? Pourquoi le requin du Dahomey, dont le nom seul semait la crainte parmi ses ennemis, se retrouvait-il dans une posture aussi humiliante et désespérée? Un terrible secret, tapi dans l'ombre de la famille royale, semblait sur le point d'être révélé, une vérité capable de déchirer un royaume. Quelques heures auparavant, la scène était emplie d'une tension guerrière, mais aussi d'un espoir tenace. Béhanzine, fort de ses légendaires guerrières amazones et de sa détermination inébranlable, menait une lutte acharnée contre l'avancée inexorable des troupes françaises. Chaque victoire, même minime, chaque embuscade réussie dans la forêt dense était accueillie avec des chants de joie et des danses rituelles, un signe d'espoir que le puissant royaume du Dahomey ne plierait jamais sous le joug étranger. Mahoussi, son frère cadet, était à ses côtés, son conseiller le plus écouté, son allié le plus fidèle en apparence. Ensemble, ils élaborèrent des stratégies audacieuses pour contrer l'ennemi, galvaniser les troupes par leurs discours enflammés et incarner l'unité farouche du royaume face à l'envahisseur. Un soir, alors que la victoire après une bataille particulièrement sanglante semblait enfin à portée de main, un messager arriva au campement, le visage couvert de poussière et les yeux porteurs d'une nouvelle troublante. Des rumeurs couraient, d'abord chuchotées dans l'ombre des tentes, puis de plus en plus audibles et insistantes. Mahoussi entretenait des contacts secrets avec les Français. Béhanzine refusa catégoriquement d'y croire. La trahison de son propre sang, de celui avec qui il avait partagé son enfance et ses rêves de grandeur pour le Dahomey, était une idée insupportable, une blessure trop profonde pour être envisagée. Il convoqua Mahoussi dans sa tente, le regard empli d'une tristesse mêlée d'une colère sourde. Mahoussi nia avec une véhémence surprenante, jurant sa loyauté sur les ancêtres sacrés et le sang royal qui coulait dans leurs veines. Béhanzine voulut désespérément croire son frère, mais un doute lancinant, froid comme la lame d'un poignard, s'installa insidieusement dans son cœur. Le lendemain, lors d'une réunion stratégique cruciale, où les derniers plans de défense devaient être finalisés, les informations les plus confidentielles tombèrent inexplicablement entre les mains des Français. L'attaque surprise que Béhanzine avait minutieusement préparée, espérant infliger une défaite décisive à l'ennemi, se transforma en un désastre sanglant. Les guerriers du Dahomey furent pris au piège, décimés par le feu nourri des canons français. La peur se répandit comme une traînée de poudre parmi les rangs, la confiance en la direction du roi s'effrita dangereusement. Béhanzine comprit alors l'amère et cruelle vérité. La trahison était réelle, et elle venait de la personne qu'il avait le plus chérie et en qui il avait placé toute sa confiance. La confrontation entre les deux frères, dans la tente royale plongée dans une pénombre lourde de présages, fut électrique, chargée d'une douleur palpable. Béhanzine, le cœur brisé par l'ampleur de la perfidie, accusa Mahoussi avec une voix où la tristesse le disputait à la rage. Ce dernier, pris au piège de ses propres mensonges, laissa finalement tomber le masque de la loyauté feinte. Ses yeux brillèrent d'une amertume profonde, d'une rancœur longtemps contenue. Il révéla un secret enfoui depuis des années, une blessure narcissique qui avait lentement empoisonné son âme. Il se sentait injustement mis à l'écart, son ambition naturelle étouffée par l'ombre imposante de son puissant frère aîné. Les Français, avec leur promesse d'un trône en échange de sa collaboration, avaient su exploiter cette faille, cette soif de reconnaissance. La perspective du pouvoir avait corrompu son cœur, le poussant à commettre la plus abjecte des trahisons envers son propre sang et son royaume. Le choc fut terrible pour Béhanzine, une épreuve psychologique d'une intensité rare. La trahison de son frère, la perte de ses guerriers les plus braves,
la menace imminente de la domination française qui se rapprochait inexorablement. Un tourbillon d'émotions violentes le submergea. La colère le poussa instinctivement à vouloir châtier Maoussi sur-le-champ pour sa félonie, mais la tristesse profonde et la stupeur face à une telle perfidie le paralysèrent, le laissant incapable d'agir. Comment avait-il pu être si aveugle, si confiant ? La situation devint un dilemme moral complexe et déchirant pour les guerriers restants, ceux qui avaient survécu au désastre. Fallait-il rester fidèle à leur roi légitime, malgré la trahison de son propre frère qui avait indirectement conduit à leur perte et à la quasi-annihilation de leurs forces, ou fallait-il se rallier à Maoussi, qui, bien que traître, promettait la fin des combats et peut-être une forme de paix, même au prix amer de la soumission à l'envahisseur étranger? Les camps se divisèrent au sein des rangs décimés, les murmures anxieux se transformèrent en disputes passionnées, les loyautés furent mises à rude épreuve. Qui avait raison dans cette situation désespérée? Aurait-on fait un choix différent à leur place face à un tel dilemme? Au milieu de ce chaos moral et de cette désorganisation, les troupes françaises lancèrent leur assaut final sur le dernier bastion de résistance du Dahomey. Maoussi, portant fièrement l'uniforme ennemi, avançait en tête de leur rang, se dirigeant vers Béhanzin avec un sourire ambigu sur les lèvres. Était-ce un sourire de victoire amère, un signe de remords tardif, ou une simple façade dissimulant une manipulation plus profonde? Ses motivations restaient là, floues, insaisissables, ajoutant une tension insoutenable à la scène. Alors que Maoussi s'apprêtait à donner l'ordre d'arrêter son frère, une figure inattendue surgit de la forêt environnante. C'était une vieille prophétesse, une femme vénérée de tous pour sa sagesse ancestrale et ses visions énigmatiques. Elle brandissait un ancien artefact, un masque sacré transmis de génération en génération, censé avoir le pouvoir de révéler la véritable nature des cœurs et les intentions cachées. « Arrêtez !» s'écria-t-elle d'une voix tonnante qui résonna dans la clairière silencieuse. « Ce n'est pas celui que vous croyez qui est le traître ultime. L'ombre de la perfidie est plus longue et plus tortueuse que vous ne l'imaginez. » Stupeur générale. Un silence de mort s'abattit sur la clairière. La prophétesse s'avança d'un pas lent mais déterminé vers Maoussi et lui plaça le masque sacré sur le visage. L'artefact se mit à luire d'une lumière étrange et intense, et au lieu de révéler la noirceur attendue dans le cœur du traître apparent, il projeta une image inattendue et bouleversante. Celle d'un conseiller proche de Béhanzin, un homme discret et d'une loyauté apparemment inébranlable, échangeant des informations cruciales avec les Français depuis des mois, agissant dans l'ombre avec une perfidie glaciale. La véritable trahison avait un visage insoupçonné, se cachant derrière un masque de fidélité. Maoussi n'avait été qu'un pion, un instrument manipulé dans un jeu de pouvoir bien plus complexe et sinistre. La colère de Maoussi explosa comme un volcan en éruption. Il avait été dupé, manipulé par les Français et par ce conseiller perfide en qui il avait peut-être lui aussi placé sa confiance. Un retournement de situation totalement imprévisible venait de bouleverser toutes les certitudes, de redéfinir les alliances et les inimitiés. La haine qu'il avait nourrie envers son frère se transforma instantanément en une rage dévastatrice contre ceux qui l'avaient trompé et utilisé. Dans un geste inattendu et spectaculaire, Maoussi se retourna avec une fureur nouvelle contre les soldats français qui se tenaient derrière lui. « Vous m'avez menti, vous m'avez utilisé !» rugit-il, son épée brillant d'une lumière menaçante. « Je ne livrerai pas mon frère, je me suis trompé, mais je ne serai pas votre instrument jusqu'à la fin. » Un combat fratricide éclata au sein même des rangs ennemis, Maoussi luttant avec une fureur désespérée contre ceux qui l'avaient servi quelques instants auparavant. Un mince espoir renaquit brièvement dans le cœur brisé des fidèles de Béhanzin. La trahison semblait se retourner contre elle-même, offrant une lueur inattendue dans l'obscurité. Mais le répit fut de courte durée. Les Français, supérieurs en nombre et bénéficiant d'un armement bien plus puissant, repoussèrent avec une force brutale l'attaque désespérée de Maoussi. Ce dernier, blessé par de multiples balles, s'effondra au pied de Béhanzin, le regard empli de remords. Dans un dernier souffle, il murmura d'une voix faible : « Pardonne-moi, frère, j'ai été aveugle, manipulé. »
La tristesse de Béhanzine était immense, une douleur poignante déchirant son âme. Il avait perdu son frère, victime de la manipulation et de ses propres ambitions mal avisées. La joie éphémère de la loyauté retrouvée fut rapidement noyée dans un deuil profond et amer. Alors que les soldats français s'apprêtaient à emmener Béhanzine, le conseiller masqué tenta de se fondre dans la confusion et de s'échapper. Mais la prophétesse, d'un geste rapide et précis, le désigna du doigt. La foule des guerriers du Dahomey, comprenant enfin l'étendue de la supercherie et la véritable identité du traître, se jeta sur lui avec une rage longtemps contenue, sa colère explosant avec une violence terrible. La fin arriva de manière choquante et profondément frustrante. Au moment où Béhanzine, malgré sa captivité et l'humiliation de sa position, conservait une dignité et une fierté impressionnantes, un ordre froid et implacable arriva du commandement français. Plutôt que de le faire prisonnier et de risquer de faire de lui un symbole de résistance, il fallait l'éliminer sur place, anéantissant ainsi tout espoir de rébellion future. Mahoussi, dans son sacrifice tardif, n'avait fait que retarder l'inéluctable. Un officier français s'avança, le regard froid et dépourvu d'émotion. Béhanzine ferma les yeux, une larme solitaire coulant lentement sur sa joue marquée par la fatigue et le chagrin. La prophétesse hurla de désespoir, son cri déchirant le silence de la clairière. Les fidèles de Béhanzine furent réduits au silence par la terreur et l'impuissance face à cette exécution sommaire. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite ? La mort de Béhanzine signera-t-elle la fin de la résistance du Dahomey face à la colonisation ? Qui dit la vérité au sein du commandement français ? Qui manipule qui pour atteindre ses propres objectifs ? Quel était leur véritable plan pour le Dahomey ? Si vous étiez à la place des fidèles de Béhanzine, que feriez-vous face à une telle injustice et à une telle perte ? La rébellion est-elle encore possible ou la soumission est-elle la seule voie ? Répondez en commentaire et dites-nous votre avis sur cette histoire incroyable et son dénouement tragique.